Direction la Côte d'Ivoire avec une décision importante qui vient d'être prise au sommet de l'État, en tout si l'on s'en tient aux révélations de Jeune Afrique, généralement bien informé et bien introduit au palais présidentiel. Patrick Hachi a été suggéré par Alassane Ouattara comme candidat du RHDP à la présidence de l'Assemblée nationale. Sauf surprise, il succédera à Adama Bictogo dans les prochains jours, on en parlera. Mais avant cela, je voudrais rappeler à celles et ceux qui nous regardent que nous travaillons sur une nouvelle rubrique, l'Afrique à la parole. Si vous avez un témoignage, un point de vue, une analyse à partager dans le cadre de Décrypter l'Afrique, n'hésitez pas à nous laisser un message WhatsApp au numéro qui apparaît à l'écran. Nous vous recontacterons. Donc, le numéro que vous verrez apparaître à l'écran est notre liaison avec vous pour pouvoir réagir et peut-être partager une expérience, un fait avec nous, avec Décrypter l'Afrique. Revenons au sujet de notre émission du jour qui nous amène donc en Côte d'Ivoire avec le choix de Patrick Hachi au perchoir, qui est tout sauf un détail technique évidemment. C'est un signal politique. Patrick Hachi n'est pas un novice, ancien ministre sous Laurent Gbagbo, puis sous Alassane Ouattara, ancien secrétaire général de la présidence, ancien Premier ministre aussi. Il appartient au premier cercle du système Ouattara. Son retour au perchoir interroge, alors qu'on a eu l'impression qu'il avait un temps été en disgrâce. Pourquoi maintenant? Pourquoi lui? Et que deviendra politiquement Adama Bictogo, candidat déclaré à la succession, désormais tenu à distance? Qu'est-ce que tout cela nous dit aussi des barrages internes au sein du RHDP, de la sourde guerre de succession qui a déjà lieu? On décrypte tout cela avec Théophile Kouamouo, journaliste pour Décrypter l'Afrique, et également avec Roland Kouakou, analyste politique et communicant. Bonjour à tous les deux. Bonjour Fabrice. Alors, une première question, est-ce que vous êtes surpris d'entendre le nom de Patrick Hachi proposé au perchoir dont parle le RHDP, Théophile? Oui, moi je suis un peu surpris. Ce n'était pas la première personne à laquelle je pensais, dans la mesure où euh, on sentait que Adama Bictogo était en disgrâce, était partant. Et également, on a eu des informations de médias plutôt bien informés qui évoquaient Tene Birahima Ouattara, dit photocopie. Le frère du président. Et puis, traditionnellement, c'est un peu un pilier du parti au pouvoir qui se retrouve président de l'Assemblée nationale. On avait l'impression que Patrick Hachi était plutôt en train de se chercher une voie. Et moi, j'avais surtout l'impression que Patrick Hachi se préparait à la vice-présidence, dans la mesure où il avait renoncé à sa nationalité française pendant l'été dernier. Donc, bon, on l'attendait peut-être à la vice-présidence. On savait qu'un certain nombre de réseaux à l'international préfèrent que Patrick Hachi soit propulsé comme dauphin, mais bon, on ne l'attendait peut-être pas à l'Assemblée nationale. Moi, j'attendais plutôt Tene Birahima Ouattara. Je me suis, disons, laissé convaincre par des fuites dans la presse. Bon, c'est Patrick Hachi. Il faudra qu'on tire les leçons de cette première nomination, qui n'est que la première, enfin, cette première désignation, car il y aura élection ce samedi, et peut-être on n'est pas à l'abri d'un coup de théâtre, mais après cette désignation, qui devrait être suivie d'une élection, il y aura des nominations, celle du vice-président et celle du Premier ministre. Il faudra suivre tout ça. Alors, l'élection aura lieu ce samedi au sein de l'hémicycle, donc à l'Assemblée nationale à Abidjan. Mais pour Jeune Afrique, évidemment, qui est bien informé sur la Côte d'Ivoire, la messe est déjà dite d'une certaine façon. Patrick Hachi, qui sera donc candidat du RHDP, a toutes ses chances quand on connaît la domination écrasante, Roland, du RHDP au sein de l'hémicycle. Non, il n'y a même pas de suspense parce que dans tous les cas, il est le seul candidat, en tout cas pour l'instant, du parti au pouvoir. Ils ont près de 200 députés sur 255. On ne sait pas pour l'instant s'il va y avoir un candidat dans l'opposition. Au temps d'Adama Bictogo, les députés PDCI avaient décidé de voter même pour Adama Bictogo, donc il n'y avait même pas eu de discussion. En fait, l'élection de Patrick Hachi, à partir du moment où c'est décidé par Alassane Ouattara, est totalement validée. Il n'y a même pas de suspense à ce niveau-là.
Et au fond, qui est Patrick Hachi? Que peux-tu nous en dire? Comment en est-on arrivé au choix de Patrick Hachi, sachant, comme le disait Théophile, que Téné Birahima Ouattara était le nom le plus évoqué et qui circulait le plus ces derniers temps? Alors, Patrick Kachi, c'est le prototype parfait du techno-bureaucrate. C'est quelqu'un qui est au gouvernement depuis plus de 25 ans sans aucune discontinuité, il faut le rappeler. Et donc, quelqu'un qui a un profil de technocrate très bien introduit dans les institutions internationales, la Banque mondiale, le FMI, des choses que M. Ouattara affectionne particulièrement. Alors, moi aussi, comme Théo, je suis un peu surpris de cette décision-là et je dois avouer que si dans un premier temps, je me suis dit que c'est certainement pour le préparer à peut-être le succéder à Alassane Ouattara, quand on regarde la configuration actuelle de la Constitution ivoirienne, on pourrait aussi se poser la question de savoir si ce n'est pas une façon d'écarter Patrick Hachi du pouvoir exécutif, parce qu'en réalité, l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire n'a plus réellement beaucoup de pouvoir. Le président n'a pas beaucoup de pouvoir, d'autant plus que dans l'ordre de succession, aujourd'hui, c'est d'abord le vice-président et ensuite le Premier ministre. Donc voilà, moi je m'interroge de savoir si le fait de nommer Patrick Hachi, pas le nommer, mais de proposer Patrick Hachi à ce poste-là, ce n'est pas une façon de lui faire une promotion sans pour autant le mettre en orbite pour la succession. Parce que dans l'ordre actuel, si la Constitution ne change pas, il ne pourra pas faire grand-chose. Donc voilà, dans un premier temps, je dois avouer que j'ai pensé à une potentielle succession, mais les choses sont un peu plus compliquées si la Constitution ne change pas. Donc voilà, c'est quelqu'un qui est très expérimenté, dont Ouattara a toujours besoin, qui ne peut pas s'en séparer totalement. Donc c'est une promotion, mais pour l'instant sans grand poids au niveau politique, on va dire. Oui, parce qu'on se pose aussi la question, est-ce qu'il est véritablement ce qu'on peut appeler un faucon du RHDP, en dépit du fait qu'il soit du fameux Sud chrétien? En tout cas, une de ses sorties pendant la campagne électorale en vue de la présidentielle avait choqué. On en écoute un extrait. Je ne voudrais pas être long, parce que ceux qui sont venus avec moi ont tout dit. Mais si nous, on vous demande de suivre le président Alassane Ouattara, bien sûr, on peut dire qu'il est beau, il est gentil, mais c'est sur la base de ce qu'il a fait, qui est concret et qu'on voit. On ne peut pas vous conduire dans un mauvais chemin. On cherche votre bien, on veut votre bien et on veut que vous y allez. Et si on pousse loin, à la vérité, entre vous et nous, si dans la région de Lamé, vous ne le votez pas, vous croyez qu'il ne va pas gagner? Mais il va gagner. Il va gagner. Mais vous, quand il va gagner, vous n'aurez rien dans ça. Il n'aurez rien dans ça. Alors finalement, Patrick Hachi aura permis au RHDP de faire le plein de voix dans la région de la Lamé, mais avec des taux de participation. Le plein d'élus, ok, oui, dans la région de la Lamé, avec des taux de participation assez faibles. Est-ce qu'il est, Théophile, si fort politiquement chez lui, comme on dit, pour s'imposer au niveau national? Et que traduit aussi sa manière de s'adresser à ses parents de la région de Lamé? Alors, c'est très intéressant déjà de voir d'où Patrick Hachi vient pour comprendre où est-ce qu'il va. Patrick Hachi est le pur produit de la crise ivoirienne d'un point de vue politique, puisqu'il est entré dans le gouvernement, dans le cadre des gouvernements d'union nationale après l'élection de 2000, l'élection de Laurent Gbagbo. Donc il a représenté le PDCI. C'était un Bédier boy à l'époque. Et il était proche de Henri Konan Bédier. Il a réussi à être à la fois, durant ces années de crise, proche de Bédier et proche de Gbagbo. Il a réussi ce jeu-là. Ce n'est que vers la fin qu'il a finalement montré un soutien très net à Alassane Ouattara dans le cadre de la guerre post-électorale. Mais ce soutien très net était finalement un soutien dans le cadre de l'ex-RHDP, du RHDP qui était PDCI et RDR. Il a fallu du temps pour qu'il se détache de son mentor, de son vrai mentor politique, Henri Konan Bédier, et qui se fonde dans le RHDP. Donc effectivement, c'est un technocrate dans la mesure où il a fait de très bonnes études, étudié en France et aux États-Unis, à Stanford, et puis il a effectivement, dans la période difficile pour lui, enseigné à Harvard. Il a des bons diplômes, il a des capacités qui lui permettent d'être connecté
aux institutions internationales, aux institutions financières internationales, mais également aux multinationales, parce que Patrick Achi était ministre des infrastructures économiques de Laurent Gbagbo, et c'est lui qui a insisté pour que le troisième pont d'Abidjan se fasse selon les conditions qui plaisaient à la fois aux bailleurs de fonds internationaux et à Bouygues, parce que le troisième pont d'Abidjan, c'est une sorte de cas d'école des partenariats publics-privés dans les infrastructures. Au départ, Laurent Gbagbo voulait un pont classique sans péage qui serait fait par la Côte d'Ivoire sur un emprunt ou bien sur une mobilisation financière interne. Et Patrick Achi a toujours insisté pour que cette formule de concession où il y a un péage et où finalement la société qui est créée pour non seulement construire mais exploiter le pont touche les péages. Bref, ce schéma de partenariat public-privé qui désormais s'est généralisé un peu partout. La Côte d'Ivoire a été quelque part pionnière et Patrick Achi a montré à ce moment-là sa capacité à être un homme d'influence pour des multinationales. Donc proche des multinationales, proche des bailleurs de fonds, proche de la France, parce qu'il est français d'origine, et proche de Ouattara. On ne sait pas. Je pense que Alassane Ouattara subit beaucoup de pression pour le mettre en orbite, de pression de milieu à qui il ne peut pas dire totalement non. Et bon, peut-être sa manière de leur dire oui, mais non, c'est de nommer Patrick Achi au perchoir. Alors, sa trajectoire politique est donc complexe et sa stratégie politique l'est également dans la mesure où le sud de la Côte d'Ivoire n'est pas du tout un bastion du RHDP, historiquement. Patrick Achi a profité vraiment de la mise en retrait des pro-Gbagbo, parce que la zone dont il est originaire est une zone qui était historiquement pro-Gbagbo, la plus pro-Gbagbo des zones en dehors d'Abidjan, puisqu'elle était même plus pro-Gbagbo que le centre-ouest dont Gbagbo est originaire. Il en a profité pour grappiller des élus, mais on voit toujours que les taux de participation sont bas, on voit toujours qu'il y a une forme d'hostilité rampante au RHDP, et c'est ce qui explique ses propos. En réalité, il ne demande pas à ses parents de succomber à la vista d'Alassane Ouattara, mais de se soumettre à un état de fait. Et cette manière de parler aux gens, ça montre qu'en réalité, sa puissance politique locale n'est que conjoncturelle, elle est liée à la conjoncture spécifique que nous avons, mais dans le cas d'une véritable compétition économique, je ne suis pas sûr que Patrick Achi maintienne ses bastions, contrairement aux grognards du RHDP qui ont des positions extrêmement fortes, une sorte de monopole politique dans le Nord. D'accord avec cela, Roland. Est-ce que Théophile est en train de sous-estimer d'une certaine façon le poids politique éventuel de Patrick Achi? Est-ce qu'il représente plus que cela à l'échelle locale et également à l'échelle nationale? Parce qu'en étant président de l'Assemblée nationale, il est de fait une figure encore plus importante sur le plan national. Est-ce qu'on sous-estime ce qu'il vaut aujourd'hui sur la scène politique? Alors, c'est peut-être pas sous-estimé, mais moi, je ne serais pas tout à fait d'accord avec ça, parce que Patrick Achi, il faut bien rappeler que même à l'époque, quand on parlait d'Henri Konan Bédié, il était cité, il était parmi les personnalités dont les noms étaient testés pour éventuellement succéder à Henri Konan Bédié, tout simplement parce que c'est quelqu'un qui a un profil plutôt, on va dire, consensuel. Il n'est pas très clivant. Et c'est un très bon pédagogue. Les propos qu'on met longtemps sont clivants. C'est ce que j'allais dire. En fait, c'est un très bon pédagogue. Donc, il essaie à chaque fois de s'adapter à son auditoire et de dire des choses plus ou moins adaptées aux gens qui l'écoutent. C'est dommage de le dire comme ça, mais c'est que Patrick Achi dit là, tous les cas du RHDP, c'est ce qu'ils expliquent à leurs militants. Maintenant, pour revenir au fond de ta question, est-ce qu'on sous-estime sa personnalité? Moi, je dirais non. Je pense que c'est quelqu'un qui est, même au niveau de la jeunesse, un peu CSP plus éduqué à Abidjan. C'est quelqu'un qui séduit, un peu comme une personnalité comme Tidiane Thiam, parce que récemment, il a beaucoup fait sa promotion avec ses cours à Harvard. Donc, il est très bien apprécié, je trouve, même d'une partie de la jeunesse un peu éduquée CSP+. Et aussi parce que dans le Sud, il ne faut pas oublier que la zone dont Théo parle, qui est une zone historiquement FPI, aujourd'hui, Patrick Achi règne en maître dans cette zone-là. Et même si les taux de participation sont très faibles, il n'empêche qu'il fait partie de ces rares cadres-là qui ont réussi en fait, à offrir au RHDP en quelque sorte une région entière avec tous les élus pratiquement. Il y a aussi Anou Oloto dans l'Ouest,
et d'autres cadres dans le Nord. Mais donc, ce n'est pas rien, en fait, dans le schéma politique. Et si on regarde même les cadres PDCI qui sont allés au RHDP, il y a Patrick Hachi et Adjoumani qui a un profil un peu moins, on va dire, technocratique. Mais en fait, Patrick Hachi allie non seulement ce profil de techno, un très bon technicien qui connaît ses dossiers, et aussi un très bon politique qui a une base, on va dire, dans le Sud, qui n'est pas tout à fait négligeable, je dois le dire. Oui, là où je suis d'accord avec toi, Roland, c'est que si d'aventure Alassane Ouattara fait de Patrick Hachi son dauphin, et que le Sud a l'impression de pouvoir avoir un président, il y a une opportunité historique pour le RHDP de se faire un bastion bis, effectivement, parce que ce sera le premier grand politique issu de cette zone. Le grand politique à potentialité nationale. C'est vrai qu'on a eu par le passé d'autres hommes politiques qui étaient plutôt en vue dans cette zone, mais jamais au point de devenir président de la République. Oui, dans ce cas-là, mais pour l'instant, ce n'est pas une zone qui succombe à la vista d'Alassane Ouattara. Et si Patrick Hachi doit, par exemple, dans le cadre d'une bataille de succession, faire la promotion d'un Téné Birahima Ouattara ou d'un autre qui serait le successeur d'Alassane Ouattara au sein du RHDP, il n'en trouvera pas forcément, il ne trouvera pas forcément dans son bastion beaucoup d'enthousiasme. Donc, voilà. En fait, son bastion s'élargit aussi. Là où c'est intéressant, c'est que ce n'est pas simplement le Sud. Sa zone d'influence peut s'élargir aussi jusque dans le centre en fait, de la Côte d'Ivoire. Parce qu'il ne faut pas oublier que même s'il est au RHDP aujourd'hui, c'est un pur produit du PDCI. Donc je pense que ce qu'on appelle le V-Baoulé, c'est-à-dire l'électorat traditionnel du PDCI, sera sensible à un discours de certain Patrick Hachi. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'en Côte d'Ivoire, les discours électoralistes parfois sont très liés à l'ethnie, à la région. Donc le fait d'avoir un gars du Sud, Patrick Hachi, qui n'est pas... Un Akan, voilà, beaucoup plus, si on élargit, c'est d'avoir un Akan qui soit candidat. Je pense que les gens peuvent ne pas, et quand je parle des gens, je parle de l'électorat traditionnel du PDCI qui est en zone rurale, peut ne pas avoir une lecture tout de suite tribaliste. Ils peuvent tout de suite dire que, bon, pour une fois que ce n'est pas quelqu'un du Nord, pourquoi pas? Parce que le RHDP aussi pourrait se camoufler sous cette apparence-là, de dire qu'on met quelqu'un du Sud. Pour une fois, ce n'est pas quelqu'un du Nord et ça pourrait passer tout à fait. Moi, je pense que ça fait partie aussi de ses atouts politiques au RHDP. Alors, reste une inconnue, le sort d'Adama Bictogo. Que va-t-il advenir d'Adama Bictogo? Est-ce qu'il est sur la voie de la disgrâce, Théophile qui lui... c'est vrai qu'il ne faut pas trop s'aventurer avec Alassane Ouattara, puisque bon, il nous a dribblé avec Patrick Hachi, mais je dirais oui. Je pense qu'Adama Bictogo est proche de la disgrâce et qu'il est assez facile, d'une certaine manière, de faire tomber Adama Bictogo. Parce qu'Adama Bictogo, c'est un peu un flibustier de la politique. Adama Bictogo, c'était un homme d'affaires de coups, et notamment, on l'a beaucoup vu pendant la période de la rébellion armée. Il était patron d'une entreprise qui s'appelait Côte d'Ivoire Fruits, qui était alliée à une entreprise française qui s'appelait Socimex. Et Adama Bictogo a fait beaucoup d'argent en exportant le cacao de la zone rebelle et d'une partie de la zone de confiance via le Burkina Faso et le Togo. Et en alliance avec cette société française-là. Donc, il était à mi-chemin entre le RDR et la rébellion à cette époque. Et c'est pour cela d'ailleurs que quand il s'est brouillé avec Soros, ça a été beaucoup d'injures et de mots d'oiseaux qui ont été lancés par la Soro-team, si on peut dire. Et par la suite, c'était aussi un homme des liens troubles avec Désiré Tagro, qui était le ministre de l'Intérieur de Laurent Gbagbo, qui l'a parrainé pour qu'il fasse sa société, qui finalement a eu le marché des passeports. Autour des passeports, il y a eu un scandale, notamment le fait que l'État ivoirien n'avait même pas avait reçu quelques centaines de milliers de francs CFA de l'argent des passeports, et on s'est toujours demandé où était l'argent des passeports, puisqu'il y avait une délégation de service public. Il y a aussi également l'argent, le scandale de l'indemnisation des victimes des déchets toxiques. Adama Bictogo était dans ce scandale. Au cas où il dérange trop, le pouvoir sait quels sont les boutons à appuyer pour transformer finalement un élu comme lui, un homme plein d'avenir, en justiciable. Voilà. Donc je pense que c'est ce qui pourrait le plus redouter.
Et je crois qu'effectivement, le fait qu'il se soit montré disponible pour succéder à Alassane Ouattara quand il y avait un petit flottement quant à est-ce qu'il y va ou pas, ça a dû lui porter préjudice. Je pense également que son inimitié avec Téné Birahima Ouattara joue contre lui. Et il faut savoir également que Adama Bitogo a des relations désastreuses avec Patrick Hachi, qui a été choisi donc comme président de l'Assemblée nationale. C'est un homme qui parle avec tout le monde, qui est capable de parler avec l'opposition. Et ce type de profil, j'ai l'impression qu'il ne passe pas beaucoup au RHDP. C'était également des choses que l'on reprochait à Ahmed Bakayoko, sa capacité finalement à parler avec les autres et donc peut-être à s'affranchir de l'agenda de son propre parti. Et donc je pense que là, il est mal. Il a pourtant réussi à gagner Yopougon. C'était une forme de piège, de pari risqué, puisqu'il était député d'Agboville. Et puis on lui a demandé d'aller conquérir Yopougon. Il a conquis Yopougon grâce également, il peut dire merci au PPACI qui a refusé d'être candidat et donc qui a privé la liste d'opposition d'un certain nombre de plusieurs centaines de milliers d'électeurs. Mais bon, il est à la croisée des chemins. Roland, Adama Bitogo, que va-t-il advenir de lui? Lui, absolument rien à voir, dont le fils va faire venir l'influenceur Speed en Côte d'Ivoire. Est-ce que cette lumière médiatique apportée par iShow Speed va peut-être éclairer les prochaines semaines, les prochains mois pour... Alors, je dois d'abord dire que Théo a dit beaucoup de choses que je pensais, je suis totalement d'accord. Adama Bitogo s'est un peu grillé en défiant à demi-mot le maître en disant qu'il était disponible, mais surtout parce que je pense aussi que c'est un électron libre. Il y a un événement qui s'est passé qui était très symbolique, c'est que lors de la dernière session parlementaire avant les élections, tous les députés de tous les partis politiques confondus ont félicité, ont salué le travail d'Adama Bitogo qui était vu comme une espèce de papa de tout le monde. Voilà. Donc, je pense que ce profil-là qui essaie d'avoir des amis un peu partout ne plaît pas trop à M. Ouattara qui a besoin de gens qui soient beaucoup plus tranchants. Donc, pour autant, est-ce que c'est fini pour lui? Je pense qu'il y a une qualité qu'on peut reconnaître à Alassane Ouattara, c'est de savoir jouer aussi de ses amis, de ses relations, de reconnaître les talents des uns et des autres. Donc je pense qu'il ne va pas se séparer comme ça d'Adama Bitogo en plein milieu de son mandat. Il pourrait, quand bien même il a beaucoup de choses sur la table pour essayer de le calmer à tout moment, je ne crois pas qu'on puisse se séparer totalement de lui. Moi, je le vois probablement, et là on va faire des pronostics, mais encore une fois, Ouattara est assez prévisible, donc on ne sait pas. Moi, je le vois probablement ministre, ou tout simplement dans l'un des postes qui restent à pouvoir, c'est-à-dire vice-président ou Premier ministre. Donc en fait, il lui reste trois possibilités, soit il sera ministre, soit il sera vice-président ou Premier ministre. Je pense qu'on ne le laissera pas tout simplement comme un simple député, comme ça. C'est quelqu'un qui a quand même un poids politique important. N'oubliez pas la jurisprudence Soro, monsieur Kouakou. Guillaume Soro, il a quitté le Parlement pour les abîmes. Pour l'instant, il n'est pas encore dans cette posture-là. Il n'est pas encore dans cette posture-là. Guillaume Soro, au moment où il quittait le Parlement, il était dans une posture où il revendiquait une indépendance beaucoup plus affirmée qu'Adama Bitogo actuellement. Alors, tu parlais de pronostics, Roland, on va en faire. On a l'impression en tout cas que le RHDP n'a pas forcément accepté assez facilement ce choix de Patrick Hachi. En tout cas, il y a eu un communiqué, des communiqués contradictoires sur la date et les modalités d'organisation de l'élection du président de l'Assemblée nationale. On va peut-être voir à l'image une sorte de passe d'armes donc entre le doyen d'âge et le secrétaire de l'Assemblée nationale. Ce n'est pas très rassurant, messieurs, pour la suite. En tout cas, le choix du président de l'Assemblée nationale n'est pas la fin de ce processus de redéploiement institutionnel. On attend des nominations pour les prochains jours, des nominations de vice-présidents et de ministres aussi. Des prédictions de part et d'autre, Roland, Théophile? Alors, je me hasarderais de moins en moins à faire des prédictions, mais de facto, quand on a entendu parler de Téné Birahima Ouattara qui pourrait être au perchoir, moi je me suis dit que si Téné Birahima Ouattara va au perchoir, il risque d'avoir une révision constitutionnelle pour faire du président de l'Assemblée nationale le nouveau dauphin constitutionnel, dans la mesure où finalement Alassane Ouattara pourrait dire c'est pas moi qui l'ai choisi,
c'est le peuple à travers les députés, c'est un suffrage universel indirect d'une certaine manière. Bon là, c'est Patrick Achi qui a cette onction, qui aura cette onction de légitimation. Je pense que, en tout cas, Téné Birahima Ouattara sera soit Premier ministre, soit vice-président. D'accord. Oui, Téné Birahima Ouattara, moi je le vois davantage comme Premier ministre parce que, en tout cas, ça serait quand même gênant d'avoir le grand frère président de la République et le petit frère vice-président. Je pense que ça ne présenterait pas bien. On a déjà parlé ici de dynastie Ouattara. Moi, je disais qu'on ne pouvait pas avoir de dynastie Ouattara, mais là, pour le coup, on aurait une forme de dynastie qui, de mon point de vue, ne fait pas très jolie d'un point de vue de la présentation institutionnelle. Donc moi, je pronostique plutôt pour l'avoir en tant que Premier ministre ou même, pourquoi pas, secrétaire général de la présidence, qui serait un poste assez stratégique finalement pour avoir... Secrétaire général de la présidence, c'est Masséré Touré. Pourrait peut-être devenir ministre. Moi, je la vois peut-être... Il ne faut pas oublier M. Fidel Sarasoro, le directeur de cabinet du président de la République, qui est aussi un homme très influent. Donc voilà, il pourrait tout à fait être un bon Premier ministre et avoir Téné Birahima Ouattara comme secrétaire général de la présidence. Mais en tout cas, moi, je ne le mets pas tout sauf au poste de vice-président, parce que ça serait quand même un peu cocasse d'avoir... Alors, il faut lire la Constitution ivoirienne avec beaucoup d'attention. Je pense, si je m'abuse, que en cas de vacances, et quand on parle de vacances, on parle notamment d'une démission avant 2030 du président Ouattara, en cas de vacances, le vice-président devient président de la République, mais il ne peut pas nommer un vice-président lui-même, et il ne peut pas, je pense, changer le Premier ministre. Je ne suis pas sûr, il faudrait qu'on voit ça. Il faut qu'on voit dans quelle mesure l'architecture institutionnelle permet, d'une certaine manière, de faire du Premier ministre le nœud d'une transition. On peut également évoquer une révision constitutionnelle qui donnerait plus de poids au Premier ministre en faisant du chef de l'État l'incarnation de la nation, etc. Mais je persiste à croire que le désir profond du président de la République de Côte d'Ivoire, c'est de mettre le pied à l'étrier de son petit frère et d'en faire le président de la République. On l'a vu au Gabon, on l'a vu au Togo. Ce sont des schémas qui passent de plus en plus. On le voit en Ouganda, on l'a vu au Tchad. Et je ne pense pas que ce pouvoir-là va forcément rentrer dans l'histoire avec la beauté du geste. Sinon, il y a des choses qu'il ne ferait pas. Ce qu'il fait me permet de dire qu'il se comporte exactement comme les autres pouvoirs africains de ce type et que un schéma familial de succession est tout à fait probable, d'autant plus que, comme je l'ai déjà dit lors des missions précédentes, la famille Ouattara est de plus en plus présente au sommet de l'État. Merci Théophile, merci Roland pour cet échange et merci à vous de nous avoir regardés.